Bonsoir à tous et bienvenue sur Via Stella pour ce premier débat de l'entre-deux tours consacré à la deuxième circonscription de la Corse du Sud. Sur ce plateau, à mes côtés, les deux candidats en lice pour le duel de second tour. Le député sortant, les Républicains, Camille de Rocazère, qui brigue un 4e mandat avec Valérie Bozzi, qui est la mairesse de Grosseto-Prougne, comme suppléante. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Face à vous, Paul-André Colombani, conseiller territorial Péragours, il a depuis 2015. Vous avez pour suppléant Pierjo Filippucci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, revoyons ensemble, avant de débattre pendant près d'une heure, les résultats du premier tour. À noter que la participation a baissé de 11 points par rapport à 2012. Moins d'un électeur sur deux s'est rendu aux urnes dimanche dans cette circonscription. Le député sortant, les Républicains, est arrivé en tête avec plus de 35% des suffrages, suivi par les nationalistes, 6 points derrière. 1896 voix vous séparent de Camille de Rocazère. En troisième position, on trouve Jean-Charles Ansouch, qui totalise 24% des voix avec la République en marche. Le report de ces voix, c'est une des inconnues du second tour. On en parlera d'ailleurs dans ce débat. Alors Camille de Rocazère, on va d'abord parler de ce premier tour. Est-ce que vous craignez un effet de dégagisme avec en Corse a fortiori? Vous êtes un des derniers héritiers des dynasties politiques après la défaite de Pojagob et celle des Tsoukarili à Bastia. Est-ce que ça vous fait peur, cette vague du renouveau? Non, je ne crois pas que le dégagisme puisse valoir de projet. Je crois qu'aujourd'hui, et je ne suis pas l'héritier de quoi que ce soit, je suis celui qui affronte le suffrage universel depuis de nombreuses années et qui a un bilan à défendre et des projets à construire au service de la Corse et au service de notre nation en général. Paul-André Colombani, est-ce que vous en faites un argument de campagne? Les nationalistes ont souvent dénoncé ce qu'ils appellent les clans. Écoutez, nous déjà, on est très heureux d'être ici ce soir parce que beaucoup d'observateurs nous annonçaient battus dès le premier tour. Donc nous sommes très heureux d'être ici ce soir et plutôt bien installés, plutôt confortablement installés dans ce deuxième tour. Les Corses, depuis 2015, ont exprimé une volonté de changement politique. Les Corses nous ont portés aux commandes de la région. Si vous voulez, donc, sur ce premier tour, les premiers chiffres sont plus qu'encourageants pour la famille nationaliste. Ce premier tour, si vous voulez, montre une forte poussée des nationalistes. Et donc, on est conforté dans notre idée qu'il y a une volonté de changement des hommes et de la classe politique en Corse. Mais vous ne faites pas votre campagne sur cet argument de faire tomber le clan, comme on l'a entendu parfois dans les médias. Bien sûr que c'est un de nos arguments, bien évidemment, on ne va pas s'en cacher. Si vous voulez, il y a une forte volonté de renouvellement. Depuis que j'ai 9 ans, le père de Camille de Rocazère est député de la circonscription, ça n'a jamais changé. Donc évidemment que nous souhaitons, même s'il est élu au suffrage universel, nous souhaitons imposer cette volonté de poser des têtes nouvelles comme représente la Corse, pour porter une voix différente à Paris. J'ai l'impression de revivre ce qu'on entendait en 1980, c'est-à-dire le clan. Depuis, il y a d'autres clans qui se créent. Il y a peut-être le clan Siméon maintenant devenir. Je ne sais pas. Je crois que c'est pas le bon argument, c'est pas la bonne approche. Aujourd'hui, on est là pour défendre des valeurs, pour défendre des convictions, une ligne politique. Et je reconnais que la famille nationaliste défend une ligne qui est très claire. Je ne défends pas la même ligne, même si j'aime au moins autant qu'eux la Corse. Je défends une ligne qui est républicaine et qui s'inscrit dans le fait que la Corse doit trouver toute sa place. C'est un enjeu considérable au sein de la République, mais avec effectivement des atouts différenciés, avec des moyens différenciés. Et je continuerai à travailler en ce sens, comme je l'ai fait pendant 15 ans, au service de l'agriculture pour tous les Corses, au service d'un plan de relance pour l'agriculture, au service de la création d'un fonds d'investissement de proximité pour la Corse, de la relance de la CADEC, du crédit d'impôt pour la Corse, et récemment sur le problème foncier et d'autres questions qui sont des enjeux considérables pour la Corse, notamment le CDI saisonnier et d'autres projets en matière institutionnelle et en matière... En étant dans l'opposition, ça va être compliqué de mener. Non, ça ne va pas être compliqué parce que j'ai fait dans l'opposition beaucoup de choses et c'est une question de savoir travailler, c'est une question de méthode et une question de pouvoir de conviction et d'arriver avec de bons arguments. On peut travailler avec tout le monde et la Corse a toute sa place au sein de la République pour obtenir satisfaction sur beaucoup de questions. Alors, vous trouvez les marges de manœuvre pour l'emporter? Vous comptez sur les électeurs de Jean-Charles Ansouch, sur les abstentionnistes aussi, bien sûr, mais... Jean-Charles Ansouch, c'est deux questions bien distinctes. Jean-Charles Ansouch a fait une campagne de premier tour où il, lui aussi, revendiquait sa volonté de voir changer les hommes politiques en Corse.
Jean-Charles Orsouch, nous avons beaucoup de points communs avec lui. Il a voté, notamment sur la précédente majorité, beaucoup de revendications. Le statut de résident, la co-officialité, l'amnistie pour nos prisonniers politiques. Donc, et le PADUC en plus. Et le PADUC en plus, évidemment, bien sûr, que vous n'avez pas su faire adopter sous votre gouvernance. Et nous refusons ce PADUC-là parce qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Corse. Vous avez été aux commandes avec vos amis. Vous avez été aux commandes avec vos amis. Vous étiez dans la majorité à la région, dans la majorité à l'Assemblée nationale. Vous aviez un président de la République avec vous, un conseil constitutionnel avec vous, et vous n'avez pas été fichu de sortir un PADUC. Non, mais ça donc on n'a pas de leçon. Le PADUC, il est comme il est. C'est un outil qui a le mérite d'exister. Il apporte plus d'insécurité juridique que n'importe quel autre document de l'urbanisme. Et en attendant, il est sorti. Si vous voulez, M. Rocazer, il faut vous rappeler que le fait de ne pas avoir su porter un PADUC il y a quelques années, de ne pas avoir su le concrétiser, je pense que c'est à cause de ça que vous avez subi un échec au territorial de 2010. C'est la principale cause. Il y a d'autres raisons. Si vous voulez, on peut en parler. Mais bon, le PADUC, nous, on a participé à son élaboration, on en assume une partie. Maintenant, si vous voulez, c'est un outil qui est à la disposition de la Corse, qui a le mérite d'exister, qu'il faudra faire vivre dans les années qui viennent. C'est vrai que je n'assume pas non plus le statut de résident pour la Corse. Vous reviendrez sur le PADUC Non, mais attendez, le PADUC... Aujourd'hui, il y a des contentieux en cours. Il faut attendre de voir ce qui va se passer au niveau du PADUC. Ce qui est sûr, c'est que Gilles Simeone, aujourd'hui, a la plus grande difficulté. D'ailleurs, dans sa discussion avec l'ensemble des maires de Corse, on s'aperçoit de la difficulté de mettre en œuvre ce PADUC, de sa lourdeur, de sa complexité, et qui sera source, je vous le dis, ça c'est garanti, de beaucoup de contentieux. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore arrivé là. Il y a les contentieux, je dirais, préalables, mais il y aura des contentieux dès qu'il y aura des recours intentés par, je dirais, des particuliers. Et le tribunal administratif sera très vite englué. Mais, si vous voulez, sur le reste, il y a une différence entre nous, effectivement, qui est très claire. Je suis profondément républicain, je suis profondément corse, et je souhaite que la Corse trouve un statut d'autonomie dans la République, clairement, de façon très claire. Et d'autre part, je souhaite qu'au-delà d'une collectivité unique telle qu'elle est construite, qu'elle se construit à travers 2 ordonnances, on aille vers un vrai projet pour la Corse. J'ai souffert que la loi NOTRe ne puisse pas, je dirais, nous porter vers ce que en d'autres temps, en 91 ou en 2002, nous avons eu une vraie loi pour la Corse. Donc il faut reprendre ça. C'est un vrai chantier, un grand chantier, et avec en même temps un statut fiscal pour la Corse qui soit capable d'amener à nos entreprises, à notre tissu entrepreneurial, vous avez eu 3 mandats pour faire tout ça. Pardon ? Vous avez eu 3 mandats pour faire tout ça. Non, mais on n'a pas 3 mandats pour faire tout ça. Vous avez eu 3 mandats. Nous avons fait bien d'autres choses, notamment que la Corse a des problèmes aujourd'hui. Je vais vous dire, M. Colomban, en 2002, grâce à moi, on a préservé les acquis sur les droits de succession. Grâce à moi, grâce à la solution que j'avais apportée avec le gouvernement Jospin. Nous l'avons poursuivi en 2012, on a subi une grosse crise grâce à vous. Non, c'est pas. C'est la loi de finances. Vous avez fait censurer. Mais non, c'est pas moi qui ai fait censurer. Oui, et vous et vos amis. Écoutez, M. Colomban, si vous voulez parler sérieusement, en 2008, il y a un recours de la gauche. Moi, je vous parle de 2012. Il y a un recours de la gauche contre, en 2012, contre François Hollande était prêt à proroger ses arrêtés Miot. Contre la prorogation, c'est pas l'arrêté Miot. L'arrêté Miot, il est mort depuis longtemps. Vous savez, C'était la loi de Rocazer. Quand on parle d'arrêté Miot, toute la Corse sait de quoi on parle. Oui. Voilà, et je vous assure que les droits de succession et l'exonération des droits de succession, c'est encore plus clair, parce que les arrêtés Miot, il y en avait d'autres. En 2008, j'ai obtenu la prorogation et le Conseil constitutionnel n'a pas censuré, alors que la gauche, alors que le gouvernement, l'opposition de gauche, avait transmis un recours au Conseil constitutionnel. Donc on voit qu'il y a eu deux temps. En 2012, il y a une loi des finances qui est là. La prorogation est dedans. Le Conseil constitutionnel. Vous avez contribué à la faire. Je n'ai pas contribué, je n'ai pas signé le recours. À ce moment-là, c'est très clair, il y a eu simplement un recours parce que sur une loi de finances, on ne peut pas interdire à l'opposition sur 100 ou 150 articles de pouvoir faire un recours. Ça, si vous voulez, c'est une vision que vous avez, vous. Non, c'est pas la vision. Dans une loi de finances, il y a une partie aussi importante qui concerne la Corse. On alerte ses collègues au sein du même groupe, d'abord, et on ne porte pas son nom là-dedans. Ni Laurent Marcangel, ni moi-même n'avons porté notre nom sur le recours sur cette loi de finances. C'est comme nous avons nous-mêmes aussi, par exemple, nous avons, sur la loi NOTRe aussi, on pourra en parler, des positionnements des uns et des autres.
Alors on va revenir sur les dossiers à proprement parler, sur les soutiens de premier tour. Donc vous comptez sur Jean-Charles Orsoutch, même s'il pourrait laisser ses électeurs libres. Je pense que 2/3 des électeurs dans la circonscription ont clairement rejeté la candidature de Camille de Rocasser. Il faut parler aussi des électeurs de Dylan Champeau, des électeurs de Nicolas Alaris. Et ils se sont clairement exprimés eux aussi. Donc, si vous voulez, nous, à l'Assemblée de Corse, si vous voulez, on a appris depuis 2015 qu'on savait parler à tout le monde. On n'a pas de majorité. Absolue. Donc, on n'a aucun projet qui a été bloqué. Donc, c'est bien la preuve qu'on a appris à parler avec la droite, avec la gauche, qu'on sait dégager des consensus quand il le faut. On a bien montré que chaque fois qu'on a reçu un ministre ou un président de la République ou un Premier ministre, on a su parfaitement aussi dialoguer avec eux. On a su porter des projets avec eux pour lesquels la qualité du travail a été reconnue. On a obtenu des avancées significatives, si vous voulez. Donc, grâce à la qualité de notre travail, depuis 18 mois, les Corses ont vu tout ça. Et donc, si vous voulez, les électeurs maintenant ne sont plus prisonniers des partis comme avant. Donc, les électeurs, on va leur proposer de nous rejoindre sur ces positions-là. C'est exact. Les électeurs ne sont pas prisonniers des partis. Et je dois dire que, pour ma part, j'ai obtenu le plus large consensus à l'Assemblée nationale. Parce que là, on est en train de divaguer entre l'Assemblée de Corse et l'Assemblée nationale. Ce sont deux assemblées totalement différentes, avec des compétences totalement différentes. À l'Assemblée nationale, on parlera, lorsqu'il y aura un projet sur la Corse, de la Corse, peut-être une fois par an, et je ferai en sorte qu'on en parle très rapidement. Non, dès le mois de juillet. Toutes les lois concernent la Corse. Quand elles arrivent mal adaptées en Corse, nous porterons la parole de la Corse à Paris. Mais le pouvoir d'adaptation, ce ne sera pas dans l'autre sens. Nous avons un pouvoir réglementaire dont il faut savoir nous saisir à l'Assemblée de Corse. Chaque fois que la Corse sera attaquée à l'Assemblée nationale, elle sera défendue, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. La Corse a toujours été défendue à l'Assemblée nationale par tous les parlementaires de la Corse. Pas toujours. Le premier. Pas toujours. Le premier. Pas toujours. Et vous avez manqué de vigilance à plusieurs reprises. La TVA sur les vins, que ce soit sur les TVA sur les vins, elle a été attaquée par Charles-Amédée de Courson. Il siège dans quel groupe, Charles-Amédée de Courson? Pas dans le mien. Pas dans le vôtre. Non, pas dans le mien. Ça, c'est une première nouvelle. Non, c'est l'UDI. Non, justement. Faites la distinction entre les Républicains. Vous savez, les Républicains, c'est simple. Ce sont des gaullistes, des libéraux et des centristes, mais ce n'est pas l'UDI. Ce ne sont pas les mêmes. Ce sont des sociaux-démocrates. Vous avez souvent été associé à eux. Voilà. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ne faites pas, parce que si je fais aussi l'amalgame avec vous, participer à des majorités. Amalgames. Camille de Rocasser, sur les soutiens, le FN n'est pas parti dans la circonscription, on vous a accusé d'un accord. Vous l'avez vu l'accord? Est-ce que vous l'avez vu l'accord? Vous allez répondre. Il manque des voix aussi à droite, à Serra-di-Fer, chez Antoine Georges, ou à Sartène, chez Paul Kidigin, des communes qui ont voté nationaliste. C'est là où vous allez aller chercher les électeurs aussi? Alors, je vais vous dire, je vais chercher les électeurs partout, les électeurs qui sont libres. Et quant au procès d'intention d'avoir un accord avec le Front National, eh bien, maintenant, on s'aperçoit que tout cela était faux. C'était une contre-vérité. Vous savez ce qui se passe avec le Front National? C'est que Marine Le Pen a fait 50% des voix dans la circonscription. Mais regardez d'où elles viennent, ces voix. Regardez où elles se sont redéployées. C'est pas avec moi qu'elles se sont redéployées. Parce que si j'avais eu un accord du Front National avec autant de potentiel, croyez-moi, l'élection serait déjà jouée. Il se trouve que ce sont des électeurs nationalistes qui ont voté Front National, non pas Front National, Marine Le Pen. Ce sont deux choses différentes. L'examen des faits est têtu. L'examen des faits est tellement têtu que vous voyez le résultat, la différence. Vous avez une position ambiguë entre les deux tours. Vous n'avez pas dégagé la position claire. J'ai la liberté de choix et j'ai la liberté de choix. Oui, les gaullistes se sont exprimés. Alain Juppé n'allez pas chercher les gaullistes. Alain Juppé et les gaullistes se sont exprimés clairement depuis 2002. Non, mais vous revendiquez les valeurs du gaullisme. Vous n'avez pas été dans la clarté parce que vous savez très bien que vous avez une ambiguïté extraordinaire entre vos leaders qui appellent à voter Macron et l'ensemble des électeurs nationalistes qui ont voté Marine Le Pen. Nos leaders ont été clairs. Aujourd'hui, c'est démasqué. Vous êtes démasqué. Nos leaders ont été clairs. Donc, le premier point, on va revenir sur la Constitution que nous suspectons sur le Front National. Le premier point. La question n'est pas celle-là. La question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on porte les électeurs ou est-ce que les électeurs sont libres? Ils sont libres. C'est pour ça que j'ai passé un message qui était clair. J'ai simplement dit une chose aux électrices et aux électeurs, c'est en votre âme et conscience que vous devez voter. Aucun électeur n'appartient à celui, ni à son parti qu'il représente parfois, ni à un candidat. Et on verra bien aujourd'hui que au-delà, je dirais, des clivages qui sont les nôtres, au-delà des candidats qui sont portés, parce que ça serait trop facile de penser que tous ceux qui auraient soutenu un autre candidat devraient se reporter forcément sur celui qui veut faire du dégagisme, c'est-à-dire Paul-André Colombani. C'est pas comme ça que ça va se passer. Bon, comment dire, moi j'ai été particulièrement vigilant bien avant le deuxième tour sur vos prises de position, parce que si vous voulez, comment dire, vous avez cherché en même temps à
vous avez cherché en même temps à contenter les deux droites qui existent. La droite qui est prête à passer des accords avec le Front National et la droite qui ne supporte pas l'idée d'un accord avec le Front National. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Donc, la vous n'avez pas été clair. Moi, ça m'intéressait de connaître votre position. Je vous ai interrogé à plusieurs reprises. Je vous ai titillé un petit peu par certains réseaux sociaux. Ça vous a pas trop plu, mais bon, c'est pas grave. Si vous voulez, comment dire, on avait besoin de votre position claire avant le premier tour. Vous êtes libre de vous avez fait le choix de ne pas être clair au point du premier tour. Ça a jeté le trouble par la suite. Après, il faut en assumer les conséquences. Je pense que derrière, nous ne sommes pas propriétaires des électeurs. Excusez-moi de me laisser parler, s'il vous plaît, et qui sont libres. Minutes. Ils sont libres. Laissez-moi parler de petites minutes. Donc, après, nous, on observe. Jean-Charles Orsucci l'avait dit en même temps que moi. 577 circonscriptions, 571 où le Front National est présent. Et chez nous, il n'y en a pas. C'est un fait. Vous refaites ce débat qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Non, mais vous dites, il y a le résultat des urnes l'a prouvé. Vous n'avez pas été clair, assumez-le, vous n'avez pas été clair. Je suis très clair. Vous n'avez pas été clair, sur ce coup-là, vous n'avez pas été clair. Vous savez, on me reconnaît sur une ligne de conduite en politique, on me reconnaît sur des valeurs, on me reconnaît sur des convictions, et je suis loyal avec mes amis. Simplement, vous êtes probablement un petit peu avancé en disant que vous étiez sûr à un certain moment d'être au premier tour. Vous n'êtes pas sur un projet, vous essayez de rebondir sans arrêt sur ce thème. Ce thème ne sert à rien, puisqu'on le voit, le score dans beaucoup de villages et dans des communes importantes du Front National, enfin de Marine Le Pen, vient des voix. Certaines est une ville du Front National. Pardon ? Certaines est une ville du Front National. Ah bien, il y a eu un score du Front National à Sartène. Oui, regardez le score du Front National. Sartène est une ville du Front National. C'est-à-dire le score de Marine Le Pen, bien sûr. Et vous savez qu'à chaque élection, les électrices et les électeurs se positionnent en fonction des projets. C'est ce genre de comportement politique qui font monter les extrêmes et qui provoque l'abstentionnisme. Si on a un abstentionnisme aussi important, c'est ce manque de clarté, c'est ce manque de courage politique qui font que les électeurs ne vont plus voter. Si vous voulez, nous, on a une circonscription encore particulière. Vous avez quasiment 10 000 électeurs qui sont aux portes d'Ajaccio, qui composent le 6e canton, qui ne se connaissent absolument pas dans notre circonscription. Donc, ils n'ont pas vu le député depuis au moins 3 mandats, d'après ce qu'ils nous disent. C'est pas vrai. Ils ne le connaissent pas. Ils ne veulent plus voter pour le député de Porto-Vecchio. Ils m'ont vu d'ailleurs il y a 3 mois lorsqu'il y avait une exposition de tout un quartier, avec les associations du quartier. La tâche du prochain député, pour moi, dans mon programme, la tâche du prochain député, ça va être d'essayer de faire en sorte de réparer ce délit de démocratie qui a été fait exclusivement au service du chlorocaser. Mais pas du tout. Donc, on a de cette aberration de ce que vous venez de dire. Oui, mais c'est toujours des aberrations quand les autres. C'est vraiment une aberration. Parce que c'est vraiment pas au bénéfice du chlorocaser. Ne perdez pas votre sang-froid, Camille. Le découpage électoral, c'est pas fait au bénéfice de. Le bénéfice c'est fait au service du chlorocaser exclusivement. Et donc aujourd'hui, ces Ajacciens sont des Ajacciens, se sentent comme des Ajacciens de seconde zone. Et je vous dis, c'est un argument pour nous de dire qu'il faut s'en occuper, il faut réparer ça, il faut que les Ajacciens, sur les prochaines législatives, s'il y a encore une circonscription, s'il y a encore 2 circonscriptions la prochaine fois. Ce qui comptait, c'était justement que le maire d'Ajaccio, qui est mon ami Laurent Marcangel, s'investissent totalement, et lorsqu'il a repris la mairie, c'est pour s'investir totalement. Là aussi, ils se sentent un petit peu abandonnés. Pour s'investir totalement. Ils se sentent un petit peu abandonnés. Ils ont un petit peu de moins. Dans ces quartiers, d'ailleurs, ça n'est pas un quartier. Ils ont un petit peu de poids. Ils servent de variable d'ajustement quand l'urbanisme est raté dans une zone. Alors, sur le positionnement politique, le groupe LR est annoncé entre 95 et 130 députés selon les estimations. Vous serez donc, si vous êtes élu dans une opposition vraiment réduite, comment votre rôle pourra-t-il servir la Corse dans cette configuration ? Mais comment ai-je fait pour servir la Corse alors que c'était Manuel Valls Premier ministre ou avant Jean-Marc Ayrault ? Vous étiez 215, bon déjà c'était un peu plus. Ah non, on était 199. On a connu toutes les configurations et le résultat toujours était le même. C'est pas le nombre. Alors, les autres seront encore moins nombreux. Voilà. Si Paul-André Colomban était élu, il serait encore moins nombreux. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vaut mieux avoir une force que de ne pas en avoir. Mais lorsqu'on est dans l'opposition, on peut être une position intelligente. Le problème, c'est pas d'être en opposition systématique. Mais lorsqu'on défend la Corse, il faut rechercher les consensus. Je l'ai fait sur un texte législatif que j'ai déposé moi-même, qui est une proposition de loi sur le foncier, et j'ai fait en sorte d'avoir un consensus partout. Le consensus a été obtenu. C'est une question de méthode et de discussion, de capacité de discuter. Sur l'analyse de Camille Rocasser, de discuter. Et je l'ai obtenu. Entre le mois d'avril, où j'ai déposé une proposition de loi, et le mois de février de l'année suivante, où nous l'avons voté définitivement, il y a eu
la recherche du consensus et la méthode de travail avec un gouvernement, je dois dire, avec Manuel Valls et avec Bernard Cazeneuve ensuite, in fine. Voilà, c'est pas une histoire revisitée, c'est la véritable histoire et qui est inscrite dans tous les débats de l'Assemblée nationale, et avec le soutien de quelqu'un qui est mon ami au-delà de nos clivages politiques, que j'associe à toute la démarche sur la Corse. Chaque fois j'ai un texte à faire passer pour la Corse, il s'appelle François Poupon et il pourra le dire, il peut venir publiquement le dire et vous ne serez pas surpris du travail qui a été accompli et qu'il dit partout que je suis le parlementaire qui a accompli le plus grand travail au bénéfice de la Corse. On peut travailler même dans l'opposition, mais l'opposition, on verra comment elle se construit. Je suis républicain et je suis loyal avec ma famille. Ce sera encore pire parce qu'au mieux vous serez trois. Non, je voudrais répondre pour porter la voix de la Corse. Je peux, si vous permettez, je voudrais répondre sur cette affaire-là. Donc, en janvier 2015, quand nous sommes arrivés aux commandes, en janvier 2016, pardon, Manuel Valls ne voulait pas entendre parler de retour en arrière sur les droits de succession. Il s'abritait derrière le Conseil constitutionnel. C'est après, c'est devant notre insistance, c'est à notre insistance que, et c'est devant notre Assemblée territoriale qu'il est venu en juin 2016 nous proposer de se mettre tous d'accord, l'ensemble des parlementaires corses, l'ensemble des représentants de la majorité territoriale, et si nous étions tous d'accord, à ce moment-là, il serait d'accord pour soutenir le texte. Camille de Rocasser a été effectivement désigné rapporteur de la loi. Il a participé à un travail collectif, mais Camille de Rocasser, député d'opposition, sans notre action auprès de Manuel Valls, aurait été complètement inefficace. Manuel Valls au mois de juin, et c'est à la suite de cette discussion avec Manuel Valls que je peux résumer. Camille de Rocasser a servi de facteur entre l'Assemblée de Corse qu'il n'avait rien à offrir. Qu'il n'avait rien à offrir, il n'avait pas de PUI, il n'avait pas la co-officialité à offrir, il n'avait pas le statut de résident, et il n'avait pas d'inscription de la Corse dans la Constitution. J'ai dit la seule chose que tu puisses offrir, et je suis républicain. Manuel Valls c'est un projet pour la Corse, c'est ma proposition de loi qui était déjà déposée. Il la connaissait. Manuel Valls a augmenté le coefficient géographique pour la Corse. A dit, Camille de Rocasser a déposé une proposition. Manuel Valls a augmenté le coefficient géographique et d'obtenir le consensus. J'avais déjà l'accord de Paul Jacob et de François Poupon, puisque préalablement, Laurent Marcangel et Sauveur Gandolf-Schouchette s'étaient associés à ma proposition de loi. Sans notre insistance, Camille de Rocasser, isolé à l'Assemblée dans l'opposition, n'aurait servi à rien. Comme il ne va servir à rien dans l'opposition à l'Assemblée nationale. Et vous allez servir à quoi si vous êtes trois? Nous n'allons pas prendre la majorité à l'Assemblée à 3. Ça, c'est sûr. Nous allons être pragmatiques. Nous allons porter la voix de l'Assemblée de l'exécutif au cœur du système législatif parisien. Nous allons, si vous voulez déjà, imaginer quelques minutes au niveau de l'impact que ça peut donner l'arrivée de 3 députés nationalistes à Paris. Imaginez juste quelques minutes le coup de projecteur qu'on aura au moins sur notre région, le pouvoir qu'on va avoir. Si vous voulez, nous allons nous appuyer, si vous voulez, nous avons déjà rencontré, nous rencontrons des députés régulièrement, au sein par exemple de l'ANEM, des élus de montagne. Mais tout le monde les rencontre. Tout le monde les rencontre. Depuis des années, des décennies. On a, grâce au travail au sein de l'ANEM de Jean-Félix Aquavive, entre autres, si vous voulez, nous avons su réactiver encore une fois le comité des massifs. Donc si vous voulez... Il existait déjà sous l'autorité de Laurent Wauquiez, sous l'autorité de Laurent Wauquiez qui en était le président. Donc il existait... Non, il n'existait pas. En Corse, en tout cas, sur 26 ans de droite et 6 ans de gauche, il n'a jamais existé et on a perdu 400 millions. Au bas mot pour nos montagnes corses. Nous venons de l'obtenir, sa réactivation, et 182 millions grâce au plan montagne pour les prochaines années que vous n'avez pas été capable d'obtenir. Voilà, donc ça c'est pour le comité des massifs. Donc nous savons dialoguer avec tout le monde. Nous, quand on va croiser des députés ultramarins, on va savoir partager avec eux les discussions sur le surcoût lié à l'insularité. On va savoir partager avec eux les discussions sur ultramarins, je peux vous garantir qu'ils voudront reprendre la continuité territoriale parce qu'ils n'ont pas du tout les équivalents, les députés ultramarins. Quand on va croiser des élus du territoire, quand on va croiser des élus du territoire ruraux, on saura parfaitement discuter avec eux de la fracture territoriale, de l'éloignement des services publics, et on sera pragmatique, si vous voulez. On saura prendre nos responsabilités également. Vous voterez des textes en faveur du gouvernement, en faveur ou contre, en fonction des intérêts de la Corse. Si on nous parle d'une augmentation de la CSG chez des retraités
qui ont moins de 1 200 € par mois pour vivre, clairement, nous seront opposés. Tout le monde. Alors, on va parler des grandes thématiques et les indépendants. On va parler des grandes thématiques nationales. Une dernière question pour Camille de Rocasser, lui, sera dans l'opposition à Ajaccio et dans l'opposition à Paris. N'anticipez sur rien. Et la semaine dernière, il nous a dit qu'il était prêt à siéger avec Emmanuel Macron. Bon, manque de chance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La semaine dernière, vous étiez annoncé avec François Baroin que vous étiez prêt à siéger pour le Premier ministre de droite. Je parle de moi, ne parlez pas à ma place, Paul-André. Ne parlez pas à ma place. Tout le monde l'entend. Laissez Alain Juppé, laissez Baroin et laissez tout le monde. Je suis assez grand. J'ai une expérience de parlementaire. Il faut assumer. J'ai une expérience politique. Ce grand écart, il y a simplement des textes. Si demain il y a c'est tout ce que les gens veulent changer du Code du travail, eh bien, j'introduirai la proposition de loi qui est la mienne sur le CDI saisonnier. S'il y a une augmentation de la CSG, je suis contre l'augmentation de la CSG. Nous parlons de statut social et fiscal pour la Corse. Le statut du saisonnier, c'est quelque chose que c'est quelque chose de très important depuis très longtemps. Camille de Rocasser vient de découvrir qu'on pouvait imaginer des statuts originaux pour la Corse. Mais non, arrêtez. Mais au bout de 3 mandats. Vraiment tout petit. Ça, la politique comme ça, ça vaut même pas de la politique. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de Macron comme certains élus de droite? Ça pourrait intéresser les électeurs de Jean-Charles Orsuch. Non, mais je vais vous expliquer. Non, mais je ne suis pas là. Attention, on n'est pas là. Moi, je ne fais pas du débauchage ou du marchandage. Je suis dans une analyse qui est très simple. Les électeurs de Jean-Charles Orsuch, comme les électeurs qui sont les miens, s'il y avait eu un second tour et que je sois absent, seraient libres, quels que soient, je dirais, les messages qu'on peut apporter. Jean-Charles Orsuch a fait une très belle élection. Il n'est pas qualifié malheureusement pour lui, mais je reconnais son soutien à la dynamique d'En Marche, qui n'a pas été suffisamment profitable. Je ne suis pas un opposant systématique. Au service de la Corse, je m'adapte à tout gouvernement, quel qu'il soit, parce que dans la durée des 5 ans, il n'y aura pas qu'un gouvernement, il y en aura plusieurs. Bon, ils seront vraisemblablement... Aujourd'hui, je suis certainement le mieux placé pour discuter avec Édouard Philippe, avec mon ami Gérald Darmanin, qui est le ministre du Budget, et avec Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'Économie. Pourquoi je dis ça? Parce que pour la Corse, on passera par là. Et que l'essentiel des sujets passe par là. Il y a d'autres sujets qui passeront par l'intermédiaire du ministre de la Justice, parce que je vais aller plus loin sur, non pas les droits de succession, mais sur les donations et la sortie de l'indivision. J'ai déjà des propositions qui sont prêtes à être défendues, et ça sera un dialogue, une discussion. C'est pas je dépose et c'est à prendre ou à laisser, pas du tout, c'est de la discussion. Et il y a un statut fiscal à avoir pour la Corse. Avec qui va-t-on discuter ce statut fiscal? Avec le Premier ministre, qui est le chef d'un gouvernement, avec Bruno Le Maire, avec Gérald Darmanin. Donc je suis très proche d'eux. L'ensemble de la majorité territoriale a montré pas au cours des 18 derniers mois qu'on savait discuter avec tout le monde. C'est pas pour autant que je vais adopter l'ensemble des politiques qui sont menées par le gouvernement d'Édouard Philippe. Alors, on va parler des grands thèmes, justement, de cette politique. Dernière précision, c'est votre 4e mandat. Si vous êtes élu, est-ce que ce sera le dernier? Forcément. Puisque la loi s'imposera, même si la loi dit que c'est des mandats successifs, il suffirait de faire une interruption pour revenir, mais je trouve ça assez grotesque, et c'est forcément le dernier mandat, et avec toute l'énergie qui est la mienne pour l'assumer parfaitement au service de la République et bien sûr au service de la Corse sur l'ensemble des dossiers que j'ai proposés de façon très transparente. Alors, transparence, justement, c'est une des options portées par le gouvernement avec ce projet de loi relancé notamment par la campagne de François Fillon qui a été pollué par les affaires. La transparence, la volonté de transparence s'affirme dans la vie politique. Alors, il y a eu aujourd'hui le site Mediapart qui donne cette information comme quoi une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Paris vous concernant, Camille de Rocasser, sur l'évaluation de votre patrimoine. Il aurait été sous-estimé d'1 million d'euros. Une réaction d'abord, et puis... la réaction est très simple. Voilà, je suis un peu surpris que le parquet de Paris transmette les informations à Mediapart à la veille d'un premier tour et qui s'inscrit entre les deux tours. Mais bon, maintenant, ça devient une habitude. Une enquête préliminaire, je l'attends sereinement. J'ai ici tout un dossier, si on veut le voir, voilà, qui explique bien les choses. C'est un problème purement technique sur l'estimation d'un bien au moment où il n'y a aucune raison qu'il soit constructible et l'estimation du même bien au moment d'une vente, 1 an plus tard, au moment où il est devenu constructible. Et c'est en plein centre-ville. Il ne s'agit pas de centaines d'hectares de propriété, il s'agit d'un petit terrain. Et aujourd'hui, il y a une construction qui s'appelle la Farfouille. Et je peux tout démontrer, c'est que la haute autorité n'a pas tenu compte du fait qu'au mois de janvier 2014, ce terrain-là n'avait pas reçu un avis favorable de la part de l'État et que la vente n'a pu se
se faire plus tard que parce que l'avis favorable a été obtenu par le pétitionnaire lui-même dans un cadre très simple. C'est qu'on a à Porto-Vecchio une variation dans le domaine de l'urbanisme. Vous aviez un PLU qui a été annulé, ces terrains étaient constructibles au PLU, le PLU est annulé. En principe, il y a une jurisprudence du tribunal administratif de Bastia, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Sur le plan technique, c'est que au moment où je déclare ce terrain en janvier, parce que tous les ans, il faut savoir, chaque fois qu'il y a un changement dans votre patrimoine, il faut le signaler. Donc tous les ans, ma mère étant morte en 2014, j'ai signalé à son décès la succession qui venait de ma mère. J'ai signalé à chaque fois que j'ai vendu un terrain les sommes et le reste. Et je déclare l'ISF, je suis totalement transparent. Simplement, l'interprétation est totalement fausse de la part de la haute autorité, puisque je ne peux pas, la haute autorité dit, vous étiez censé savoir la valeur du bien au moment où vous faites vos déclarations. Non, parce que j'ai un document du préfet qui me dit que le détachement parcellaire est refusé. Donc à partir de là, ça n'est pas d'ailleurs un signe de constructibilité ou d'inconstructibilité, c'est simplement que il aurait fallu que je sois fou pour commettre une erreur d'évaluation alors que ce terrain est potentiellement en vente, mais que la vente ne peut se réaliser qu'à partir du moment où, je dirais, le terrain a obtenu un permis de construire et que le pétitionnaire cherche un permis. La deuxième chose, c'est qu'on sait très bien qu'en Corse, nous avons des successions en 98, celle de mon père, c'est très simple. J'hérite d'un terrain, ce bien à ce moment-là, il est porté pour mémoire, puisqu'on ne déclare pas. Bon, il se trouve que lorsque je vais vendre ce terrain, un an plus tard que le moment de la déclaration, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je fais un titre de propriété, créer le titre de propriété. Donc tout est transparent. Il y a ici 65 pages de mémoire pour expliquer techniquement chaque partie, jusque même au PADUC aujourd'hui. Vous attendez l'enquête avec confiance? Donc j'attends avec une élément de confiance et surtout, vous savez, on me reconnaît sur ma probité. Là, il n'y a aucun enrichissement personnel, il y a simplement le fait qu'à un moment donné, il y a une valorisation d'un bien parce qu'il est constructible. Et donc tout cela sera transparent, très clair. Sur ce terrain passé constructible? Absolument aucune réaction, si vous voulez. C'est des problèmes qui concernent Camille Rocasser avec les problèmes d'impôt. Si vous voulez, donc nous, il n'est pas question de rentrer là-dedans. Il n'est pas question de rentrer là-dedans dans le débat. Si vous voulez, nous, on va parler de probabilité. Donc, si vous voulez, nous souhaitons éventuellement. Les propositions de François Bayrou étaient très, très intéressantes au départ, mais on commence à ne plus y trouver notre compte. On parlait d'un casier judiciaire, qu'un élu devait avoir un casier judiciaire, visiblement ça n'y est plus. On parlait de limitation du nombre de mandats, évidemment qu'on est pour. On parlait de règles d'utilisation bien précises de la réserve parlementaire, voire de la suppression, on est complètement pour. Et si vous voulez, nous, ce qui est important aussi également, et qui n'y est pas dans la proposition de loi, si vous voulez, c'est le rôle des lobbyistes et les conflits d'intérêts, la prévention des conflits d'intérêts. On s'est aperçu, depuis qu'il y a un article qui est sorti il y a quelques jours, je crois que sur Marianne ou sur Le Point, je ne sais plus exactement, mais nombre d'attachés parlementaires, par exemple, sont des lobbyistes ou sont en relation avec les lobbyistes. Donc, si vous voulez, ça aussi, c'est un point très important parce que les attachés parlementaires écrivent les amendements qui viennent dénaturer souvent les grands projets. Donc, nous voulons être très vigilants au cœur de ce système-là. C'est une de nos préoccupations. Alors sur la transparence, vous voteriez ce texte ou il va trop loin selon vous? Non. Alors par exemple sur la déclaration, je dirais, de l'inscription, je suis tout à fait favorable. Quelqu'un qui a été condamné, on doit le savoir. Bon, moi là-dessus, je suis totalement transparent et totalement favorable. Quelqu'un qui a été... Voilà. D'autre part, il y a un seul point, moi, qui me dérange sur l'ensemble de ce texte. Sur les lobbies, c'est une pratique qui est anglo-saxonne. Ça n'existe pas vraiment. Celui qui est élu au Parlement européen sait ce que ça veut dire le lobby. À l'Assemblée nationale, il n'y en a pas vraiment. Par contre, non, c'est masqué. Non, c'est pas masqué. Mais il y a beaucoup plus de risques de lobbying à l'intérieur des ministères. C'est dans les cabinets, c'est dans l'administration où les grandes entreprises peuvent passer. À l'Assemblée nationale, vous savez, le poids d'un parlementaire, si vous êtes chef d'un groupe, responsable d'un groupe, oui, vous avez un poids parce que vous pouvez entraîner. Mais un parlementaire, saisir un parlementaire, nous sommes saisis tous les jours. Tous les jours, on reçoit des communiqués, on reçoit de la part des uns ou des autres, de l'industrie pharmaceutique, de la chimie, des documentations, des choses. C'est pas pour autant que les parlementaires tombent dans le panneau.
avoir des amendements, ça fait partie du jeu. Mais après, il faut les voter. Par des gens le gouvernement a le poids. Avec l'industrie pharmaceutique. Non, les conflits d'intérêts, c'est autre chose. Il y a des conflits d'intérêts, d'ailleurs, par profession. Par exemple, je trouve d'ailleurs assez dommageable, les avocats bientôt ne pourront plus être parlementaires. Bon, je ne suis pas avocat. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque de conflit d'intérêts avec sa clientèle. Un médecin aura du mal à être parlementaire demain, parce qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts, parce qu'ils sont sollicités par les laboratoires pharmaceutiques, dans tous les domaines. Alors, on a un déontologue. Le déontologue, j'étais en voyage, en mission au Canada, au Québec. Eh bien, le déontologue de l'Assemblée nationale, les Québécois qui ont pourtant un système très avancé, trouvent que le déontologue de l'Assemblée nationale va très loin dans la recherche. La transparence, il la faut. Il la faut, mais en même temps, ne tombons pas dans, si vous voulez, c'est comme la laïcité, le laïcisme. Je crois qu'il faut rester mesuré, mais il faut que ça soit efficace. La question, c'est de pouvoir contrôler les choses, d'être efficace et que ça soit totalement transparent. Vous êtes un peu en avance, donc il y a un seul point sur les 3 mandats pour un maire. Pour un parlementaire, ça ne me dérange pas qu'on limite à 3 mandats à la limite. Mais que la loi fixe pour un maire d'une commune, qui va par exemple faire un excellent travail, qui ne puisse pas se représenter alors que les électrices et les électeurs souhaitent qu'il puisse achever sa mission, ses projets, je pense que là, ça me dérange partiellement. Alors, dans les autres pays, ces règles existent. Dans les autres pays, ces règles existent. Les hommes politiques ont un métier à côté, retournent à leur métier, ont des statuts qui leur permettent de retrouver une activité normale à côté. Ça fait partie du statut de l'élu. Voilà. Donc, je suis pour un statut de l'élu. Ce qui manque dans la loi, il faut absolument adapter ça. C'est vrai que certaines professions sont sous-représentées au Parlement parce que leurs statuts ne leur permettent pas de vivre. Notamment les acteurs de la société, du privé. Voilà. Donc, c'est les fonctionnaires qui sont privilégiés, effectivement. Il faut développer de nouvelles règles concernant les travails et l'embauche de la famille. Vous en avez subi l'exemple avec François Fillon. Donc, ça aussi, c'est très important. La loi va la porter. C'est pas encore voté. C'est pas encore voté. Nous serons vigilants à ça. C'est sûr que la loi n'est pas votée. Il faut que le Parlement se réunisse. Le gouvernement ne vote pas la loi, pas encore. On va parler de la Corse plus précisément. On ne connaît pas les intentions du nouveau pouvoir vis-à-vis de la Corse. Quelle politique souhaitez-vous voir mettre en œuvre rapidement ? Clairement, vous connaissez la base de nos revendications. Nous sommes nationalistes. Donc, si vous voulez, la base de nos revendications, nous voulons avancer sur les dossiers d'abord l'inscription de la Corse dans la Constitution pour pouvoir adapter mieux les règles qui arrivent ici en Corse, qui viennent de Paris, qui sont à chaque fois inadaptées. On peut prendre des dizaines d'exemples. Clairement, nous souhaitons avancer sur le statut de la co-officialité. Clairement, nous souhaiterions voir avancer sur le statut de résident. Clairement, nous souhaiterions avancer, avoir des avancées significatives sur le dossier des prisonniers politiques. Tous les grands pays qui ont eu des histoires similaires aux nôtres, comme par exemple l'Irlande, ont su à un moment donné tourner une page et se donner les moyens de tourner une autre page avec des mesures d'amnistie. Donc quand l'Irlande a amnistié 4000 personnes, ce sont des mesures qui sont très fortes, qui ont permis de rétablir de façon sur du long terme la paix. Et donc nous souhaiterions que des mesures soient prises pour 29-30 personnes. Vu les projections qui sont faites, Emmanuel Macron pourrait avoir la majorité des 3/5 pour modifier la Constitution à lui seul. Est-ce que vous avez une attente forte vis-à-vis de... Nous avons bien entendu une attente forte. C'est l'occasion ou jamais. On a un président qui est jeune, qui peut rentrer dans l'histoire. Donc nous attendons de fortes avancées sur la Corse de ce côté-là. Alors Camille de Rocazère, la priorité pour la Corse et les attentes vis-à-vis de ce gouvernement. Alors je vais vous dire, il faut être très clair. Bon, je n'ai jamais partagé le statut de résident. Je l'ai dit pourquoi. D'ailleurs, c'est incompatible avec non seulement la Constitution, mais le préambule de la Constitution. Ce qu'il faut savoir, c'est que modifier la Constitution... Le statut de résident existe dans les parkings, le statut de président existe dans les ports de modifier présence. la Constitution, ça n'est pas modifier le préambule de la Constitution. La co-officialité, je ne suis pas favorable et je suis favorable à un bilinguisme renforcé. Sur l'inscription de la Corse dans la Constitution, je l'ai voté. Maintenant, la question, c'est pas d'inscrire la Corse dans la Constitution. C'est quelle est la loi organique, quelle est la matière qu'on va mettre dedans. Parce que dans la Constitution, on va mettre une seule phrase. La Corse, c'est une collectivité insulaire de la République. Voilà. À l'article 72-5, c'est moi qui ai demandé qu'on l'inscrive à l'article 72-5. Et après, on doit décliner.
on a décliné les compétences, on a décliné les moyens, et ça, c'est une loi organique derrière et des lois ordinaires qui viendront. Qu'est-ce que je veux faire dans l'immédiat, avant qu'on aille vers une révision de la Constitution? C'est dès le mois de juillet, le CDI saisonnier, puisqu'on va ouvrir je dirais la boîte du Code du travail. Or, l'annualisation du temps de travail permet d'engager cette réflexion et cette réforme. La deuxième chose, c'est on va avoir une collectivité nouvelle, dite avant unique. Je souhaite que cette collectivité soit assise sur 2 piliers. Renforcer le pilier intercommunal, c'est-à-dire ne pas avoir tous les pouvoirs concentrés, tous les moyens concentrés et toutes les fiscalités concentrées en une seule main, avoir un équilibre de répartition pour représenter la proximité, et dans la ruralité, c'est un élément important. Le deuxième point, c'est d'avoir un statut fiscal et de travailler de façon très précise en fonction des mesures nationales qui seront prises, comment peut-on les adapter, les mieux adapter, et avoir par différenciation des mesures spécifiques à la Corse, parce qu'elles seront adaptées à notre tissu d'entreprise, tissu économique. La collectivité unie, là encore, vous n'avez pas eu une position très claire. Vous avez voté pour Ajaccio, blanc Ajaccio, gris à Paris et noir au Sénat. C'est des petits clichés. C'est pas des petits clichés, mais ça résume bien la situation. Je suis contre la loi NOTRe. Jean-Michel Baillet a parlé de travail de commissaire politique. C'est pas de notre. Jean-Michel Baillet, mais il sera pas élu. C'est pas de notre. Je savais pas que vous étiez chez les radicaux. Jean-Michel Baillet fait partie des radicaux. J'ai fait mon travail de parlementaire. Qui n'ont pas du tout le même parcours politique que nous, avec qui nous avons appris à dialoguer. Nous avons appris à dialoguer, et grâce à ça, nous avons, non, au contraire, là, non. Au contraire, si vous voulez. Là, Jean-Michel Baillet a reconnu la qualité de notre travail. Grâce à la qualité de travail que nous avons menée, nous avons su obtenir des avancées très importantes pour la Corse. Donc, si vous voulez, il faut dire le comité des massifs n'est pas arrivé par hasard, l'augmentation du coefficient géographique d'insularité en santé n'est pas arrivée par hasard. Il avait déjà évolué, il a évolué encore plus, et il faudra qu'il évolue encore plus. Alors, le coefficient géographique, c'est un sujet un peu technique, mais si vous voulez en parler, on peut en parler. Quand il a évolué, c'est parce que les hôpitaux ont été mis à feu et à sang par les syndicats. J'exagère un petit peu, mais c'est pour vous. Ça a été plusieurs semaines de blocage, demandé aux syndicalistes qui s'en souviennent. Donc, ça a été du saupoudrage. Ça a été des mesures de saupoudrage. Nous avons su installer autour de la table nos directeurs d'hôpitaux. Nous avons su les mettre en face. Nous avons obtenu que soient assis en face les représentants du ministère. J'y viens. Nous avons su mettre en face les fonctionnaires du ministère et bien entendu les représentants de l'Agence nationale de santé de Corse. Jamais le coefficient d'insularité n'avait augmenté de façon aussi importante. On sait que ça ne nous suffit pas encore. Il y avait des négociations de façon importante avec Xavier Bertrand. Non, un point en 10 ans. Nous, c'est 3 points en 18 mois. 3 points en 18 mois. Et pas que ça. À côté de ça, on a obtenu une reconnaissance de spécificité en santé. Et vous êtes en train de parler de l'Assemblée de Corse et pas l'Assemblée nationale. Mais je montre notre capacité de dialogue et c'est des répercussions directement pour les Corses. On ne parle pas de la même chose. C'est des répercussions directement au bénéfice des Corses. C'est des répercussions qu'on a obtenues directement au bénéfice des Corses. Vous savez, quand on obtient 182 millions pour la montagne corse, que vous n'avez pas été capable d'obtenir en 26 ans de mandat... Vous n'avez pas obtenu 182 millions. Nous avons obtenu 182 millions, nous vous en déplaise. Vous êtes en train d'utiliser la dotation de continuité territoriale en partie pour financer... C'est autre chose. Vous qui dites défendre la montagne corse, vous avez refusé qu'on puisse utiliser 30 millions au bénéfice de la montagne corse aussi. Je refuse. Regardez les scores que vous avez obtenus dans le rural. Regardez les scores dans des bastions comme l'Altaroc. Je refuse. Regardez les scores que vous avez fait. Ne continue pas à baisser le tarif résident. Je refuse qu'on ne continue pas à baisser le tarif résident. Je refuse qu'on n'investisse pas, par exemple, pour l'aéroport de Figeac, où il faut 25 millions d'euros d'investissement. Et je veux qu'on trouve dans un plan de la ruralité, nous avons, nous, les Républicains, un contrat sur la ruralité pour définir des règles et des moyens financiers en étant dans l'opposition, le contrat de la ruralité... Eh bien, vous verrez qu'avec un gouvernement intelligent, nous allons pouvoir proposer et inscrire... Vous l'avez reconnu vous-même. Non, je reconnais qu'on peut travailler avec Édouard Philippe. Je travaillerai avec Édouard Philippe. Vous l'avez reconnu vous-même dans une interview de ces jours-ci que vous avez été absent ces derniers temps et que vos relais n'étaient plus sur le terrain. C'est sur le journal aujourd'hui ou d'hier. Donc, si vous voulez regarder ce qui se passe, regardez le bouleversement qu'il y a eu dans
dans nos territoires ruraux. J'observe tout. Regardez, vous observez, mais vous n'agissez pas. Vous n'êtes pas dans l'action. Nous agissons. Nous agissons. Nous avons mis un plan de lutte en place contre la précarité. Nous avons mis un plan de place dans la précarité. Vous savez qu'un Corse sur 5 vit sous le seuil de la précarité. Ici, il n'y a pas le mot précarité inscrit. Ici, dans tous votre dépliant, il n'y a pas le mot précarité inscrit. Mais il y a un Corse sur 5 qui a ouvert le débat sur la précarité. Il y a un Corse, vous l'avez ouvert, vous avez parlé, nous le faisons. Voilà. Vous l'avez ouvert, depuis 2006, on a tout observé. Nous avons investi 20 millions. Vous savez comment on peut résoudre la précarité? D'abord, c'est par l'emploi, la formation, l'emploi. Nous avons des mesures spécifiques adaptées dans tout ce sens-là. Et le logement. Nous avons voté ce plan de lutte contre la précarité. Je ne peux pas parler. Excusez-moi un moment. Alors, je voudrais exprimer clairement. Maintenant, je voudrais juste vous poser ce plan. Non, il suffit de ne pas s'interrompre. Mais les contre-vérités ne feront pas une vérité. Ce n'est pas une contre-vérité, M. Drocaser, de dire que nous avons voté un plan de lutte contre la précarité. Ce n'est pas une contre-vérité de dire que... Ce n'est pas une contre-vérité que nous sommes la première région de France à avoir institutionnalisé cette façon d'aborder la pauvreté, la lutte contre la pauvreté. Nous pourrions, si j'étais élu... Je me fais fort de porter cette revendication, je me fais fort de porter ce projet, de le transformer en projet de loi. Si vous voulez, ce plan de lutte contre la précarité, ce projet cette proposition de loi serait quelque chose de tout à fait innovant. Je pense que, si vous voulez, il n'y a aucune région qui a été capable, nous ne l'avons pas inventé tout seul, nous nous sommes appuyés sur des associations comme Médecins du Monde, mais si vous voulez, on a tous fait ce travail. Quand vous avez des mesures qui arrivent pour lutter contre la précarité énergétique, quand vous avez des mesures qui arrivent pour réorganiser le travail des gens qui sont investis dans le social. Quand vous avez des mesures qui sont pour aider les étudiants, qui sont là pour aider les étudiants qui sont boursiers. On collationne les mesures qui existent déjà. Ce sont des mesures qui existent déjà. Simplement, la collectivité territoriale de Corse a les moyens de mettre en œuvre certaines mesures et de prendre des mesures spécifiques. Alors, on va reparler du Parlement. Un texte qui pourrait arriver au Parlement, Camille de Rocaser. Si vous êtes coupé des territoires ruraux, si vous êtes coupé des quartiers des Salines, où on dit qu'on ne vous a pas vu, c'est qu'il y a bien des raisons quelque part, si vous voulez. Si à Lévis, il y a un écart de voix aussi important, si à Lévis, il y a un écart de voix aussi important, si vous voulez, c'est pas le hasard, c'est parce que les gens de Lévis ont vu arriver concrètement des projets innovants, des expérimentations dans le domaine de la santé. Vous êtes médecin là-bas. C'est pas que non, je ne suis pas médecin là-bas. Il y a une clientèle parce que vous arrivez à faire les deux la campagne avec une clientèle médicale. Pas du tout. Non, là j'y tiens. Parce que justement, les gens de Lévis, nous avons mis en place une expérimentation innovante. Nous avons mis en place une expérimentation. Moi, je respecterai l'élu toujours, sans aucun problème. Dans les propos, les vérités ne sont pas respectées. Nous avons mis en place, s'il y a un écart aussi important à Lévis, c'est que les gens de l'Altaroc voient le changement. Si vous voulez, nous avons mis en place des expérimentations directement dans le domaine de la santé. Je n'ai pas l'expérience de M. de Rocaser dans la partie de la législative, tout ce que vous voulez, ça je le reconnais. Mais par contre, la volonté de travail politique sur le terrain, nous l'avons. Il y a des mesures concrètes qui arrivent. Je vous donne l'exemple. Dans l'Altaroc, jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait plus de médecins installés. Nous avons su adapter des dispositifs originaux, d'ouverture de conseils de cabinets secondaires. Nous avons su, à travers le comité des massifs, adapter des mesures qui permettent l'indemnisation des médecins qui se déplacent. Vous voyez, inciter les gens à aller se travailler. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, il y a 6 médecins, il y a 6 médecins qui ont ouvert un cabinet secondaire dans l'Altaroc et un médecin tous les jours. Et ça, c'est du concret. C'est pour ça que les territoires ruraux se sont... Une question qui va arriver en débat au Parlement, et il nous reste très peu d'émissions. La garde médicale, c'est aussi un autre problème. C'est sur l'adaptation de la loi littorale. Elle pourrait arriver en débat au Parlement. Vous y êtes favorable, Camille de Rocaser? Qui vous dit qu'il y aura une loi d'adaptation? Emmanuel Macron en a parlé dans son programme. D'accord, on verra ce qu'il y a à faire. Est-ce que vous seriez favorable ou pas? Je serais favorable à quelque chose qui va permettre. Je serais favorable à quelque chose qui permettra d'apporter une sécurité juridique aux communes pour qu'elles puissent faire leur PLU en toute sécurité juridique, alors que le PADUC ne le permet pas. Ça, c'est déjà une première chose, parce que le PADUC devait être un texte qui permettait, l'article 4 de la loi que j'ai portée sur le PADUC avec Paul Jacob et avec les autres parlementaires à l'époque, dit une chose simple. Le PADUC peut préciser les possibilités d'adaptation de la loi littorale et de la loi montagne, préciser les possibilités d'adaptation des lois montagne et littorales en Corse. Or, on a fait tout l'inverse de ça.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, Gilles Siméone le sait, puisqu'il reçoit les maires très souvent, en disant qu'on va voir comment on va pouvoir arranger ça. Sauf que le PADUC, il existe, et qu'il a valeur de décret en Conseil d'État, et que les contentieux vont être très lourds demain. Et qu'aujourd'hui, vous avez... Ah, bien sûr, il y a certaines communes qui ont encore un PLU, mais qui va devoir être en compatibilité à la fin de l'année. Donc, on a un certain désordre. Moi, je veux qu'on clarifie et qu'on retrouve l'équilibre nécessaire entre la juste préservation et les besoins de développement. Alors, on écoute la réponse, parce que... Bon, sur le littoral. Monsieur Drocaser n'est pas un exemple pour le PADUC. Je l'ai dit tout à l'heure, quand il était aux commandes avec ses amis au gouvernement, il n'avait pas été capable de sortir un PADUC équilibré. Du moins, il a été largement rejeté par les Corses. Ensuite, si vous voulez, dans la région de Porto Vecchio, quand on voit ce qui se passe, Camille de Rocasser et ses amis n'ont jamais été capables de sortir quelque chose de cohérent et on attend toujours un PLU et tout ce qui va avec. Donc voilà, nous, la loi littorale, on attend de voir ce qu'il y a dedans. C'est impossible de se prononcer aujourd'hui. Faut la garder ou faut la changer? On verra, si vous voulez, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que notre détermination, c'est d'adapter, notre force de détermination sera d'essayer de cette loi, que les résultats de cette loi ne vont pas dans les sens contraires des intérêts de la Corse. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Messieurs, je vais vous donner une courte conclusion avant de vous remercier d'avoir assisté à cette émission. Paul-André Colombagne. Écoutez, nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je représente la majorité nationaliste qui a prouvé qu'elle savait parler à tout le monde, au-delà de la famille nationaliste. Depuis 18 mois, nous travaillons. Nous avons des résultats pour la Corse. Les Corses nous ont fait, je ne vais pas dire un plébiscite, mais 34 000 voix quand même, c'est énorme. Donc nous sommes à la veille d'une échéance importante. Nous avons la possibilité de faire tomber le dernier clan qui existe en Corse et son représentant. Nous avons la volonté d'imposer... Merci. Camille de Rocasser, rapidement. Écoutez, c'est très simple pour moi, c'est de rassembler tous les Corses, que ceux qui veulent vivre dans la République, ceux qui veulent construire la Corse dans la République. J'appartiens à une famille politique, je n'appartiens pas à un clan. Tout cela s'est totalement dépassé depuis les années 80, même si je vois que d'autres essaient de construire des clans. Je suis un homme libre, un homme qui est fidèle à ses engagements, ses valeurs, et je serai à l'Assemblée nationale avec la même énergie, la même volonté de défendre la Corse au quotidien et de bâtir pour notre pays un vrai redressement. Messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. On aura la réponse dimanche soir. Ce sera à suivre en direct sur François Corse Via Style et sur les réseaux sociaux. Demain, vous retrouvez Jean Vitus Albertini pour le débat de la première circonscription d'Ajaccio. Bon Nazaire.